Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie de vous installer. Je suis Harry Brodache, le directeur de la délégation à la transition écologique du département de Seine-Saint-Denis. On est ravis de vous accueillir et on vous remercie d'être là pour cette présentation et cette mise en débat des enseignements de l'étude conduite avec la PUR sur les solidarités de proximité et la résilience territoriale pour la mettre en contexte avant d'entrer plus directement dans le contenu de ce travail. Je vous remercie d'accueillir Stéphane Troussel, le président du département de Seine-Saint-Denis. Bonjour à toutes et à tous. Vraiment merci d'être venus aussi nombreux pour participer à cet échange, cette présentation de cette étude de l'atelier parisien d'urbanisme. Peut-être, mais ça a déjà été fait, Harry, vous avez dit dans quel lieu nous nous situons, expliquer tout. Non, même pas. Tout le monde, je suis rentré dans cette salle et tout le monde me dit mais c'est génial, qu'est-ce que c'est que ça? Donc juste pour vous expliquer quelques mots, ce lieu c'est un ancien collège, jusqu'à il y a quelques mois encore, donc il accueillait des élèves, mais vous voyez bien avec configuration, une architecture, un urbanisme qui présente quelques difficultés. On est quasiment dans une structure de type pailleron. Et donc, fait longtemps que le maire de Pantin, les élus départementaux de Pantin réclamaient au département la reconstruction du collège dans ce quartier des 4 chemins en pleine restructuration et requalification urbaine. Et donc, pas très loin d'ici, si vous ne l'avez pas vu, allez-y, il est très beau, le nouveau collège Jean Lolive. Du coup, la ville a mis à disposition du département le terrain pour construire un nouveau collège et le département a cédé ce collège, cet espace à la ville qui, au lieu de le démolir, eh bien, a lancé un appel à projet et c'est un collectif qui a fait une proposition d'un nouveau tiers-lieu, on va l'appeler comme ça, donc où il y a à la fois des artistes en résidence, des salles de formation, diverses initiatives, des salles de réunion. Voilà, finalement une illustration, je trouve, assez concrète de ce qu'on, justement, d'une stratégie qui vise à ne pas démolir, mais à utiliser les espaces, les bâtiments à d'autres vocations que celles pour lesquelles ils étaient initialement imaginés. Je reviens à notre sujet, encore qu'il n'est pas totalement déconnecté compte tenu de la destination du lieu. J'en profite pour saluer non seulement l'ensemble des agents départementaux qui ont permis l'organisation avec la PUR que je salue donc de notre rencontre d'aujourd'hui, mais je veux saluer Oriane Filiol, donc conseillère départementale déléguée, élue de Saint-Denis, et je voudrais adresser un salut amical à Pénélope Comitès, adjointe à la maire de Paris, mais qui n'a pas pu, en charge de la résilience, et qui n'a pas pu être parmi nous en cette fin de journée. Bon, l'enjeu de la résilience, et compte tenu du panel de gens qui participaient aujourd'hui, vous le savez, mais ça devient bien sûr pour nous toutes et tous un sujet particulièrement important au regard des bouleversements qui traversent nos sociétés, au premier rang duquel, bien sûr, le réchauffement climatique. J'avais l'habitude de dire que en 2050, la Seine-Saint-Denis, la région, le Grand Paris connaîtrait le climat de Séville, mais on m'indiquait qu'il fallait même maintenant avoir une échéance encore plus lointaine et évoquer 2100 avec ce scénario le plus probable d'une température qui s'élève de 4 degrés en France. Et donc, bien sûr, il faut se préparer à vivre dans ce nouvel état climatique où les périodes de canicule seront à la fois plus longues, plus intenses, le risque d'inondation plus élevé et où l'énergie redevient un enjeu de souveraineté. Bien sûr, à ce titre, la Seine-Saint-Denis, compte tenu de ses caractéristiques à la fois urbaines, économiques, sociales, c'est un territoire particulièrement vulnérable dans ces circonstances. C'est aujourd'hui, bien sûr, un constat avéré, partagé très très largement, mais qu'il faut sans cesse répéter.
les personnes qui subissent le plus les effets des nuisances, des pollutions, des bouleversements climatiques sont également celles qui en sont le moins responsables. C'est le cas à l'échelle mondiale, comme l'ont rappelé plusieurs chefs d'État en ouverture de la 27e conférence des parties donc sur le climat, la COP27, mais aussi à l'échelle nationale. Bien sûr, la situation de la Seine-Saint-Denis, pour tous ceux qui douteraient de ce constat, la situation de la Seine-Saint-Denis où les populations les plus précaires sont aussi les plus exposées aux nuisances et en même temps les moins en capacité d'adopter les solutions souvent onéreuses pour en sortir. Je ne résiste jamais à cet exemple qui à la fois me fait sourire et m'agace en même temps. Quand il y a des pics de pollution, ça fait bien longtemps que je ne regarde pas la télévision à cette heure-là, mais il y avait souvent, au moment du décrochage régional de France 3, Air Paris qui nous montrait le pic de pollution, et pour illustrer le pic de pollution, nous parlait de la Tour Eiffel. Mais bon, le pic de pollution à la Tour Eiffel, il ne touche pas beaucoup d'habitants. Par contre, du côté de l'échangeur de la Porte de Bagnolet, là, des habitants, il y en a. Et donc, c'est quand même plutôt... pour eux, me semble-t-il, qu'il faut concentrer notre action. La Seine-Saint-Denis, c'est aussi un territoire où la question de l'accès à l'information, c'est un élément essentiel au regard du taux de non-recours, ce qui, bien sûr, n'est pas sans lien avec la question sociale. Et cette addition d'inégalités rend notre population, nos institutions et donc notre société tout entière fragile en cas de choc et de crise. Vous le savez, je me suis souvent exprimé dans ce sens-là au pic de la crise sanitaire. La Seine-Saint-Denis a été particulièrement touchée par la surmortalité, plus 130% lors du pic de la crise entre mars et la mi-mai 2020. Cette crise Covid nous l'a appris. On doit se préparer à faire face à des risques que nous n'avions pas pu prévoir, ni dans leur survenue, ni dans leur ampleur. Et le lien social est un élément clé de la réponse. La proximité, la confiance entre les habitantes et les habitants d'un même quartier, d'une même commune, permet de mieux absorber un choc. Votre étude justement mentionne l'ouvrage d'Eric Klinenberg, Autopsie sociale d'une catastrophe, qui montre que lors de la canicule de 1995 à Chicago, de plus faibles taux de mortalité ont été observés dans les quartiers qui comportaient davantage de lieux d'organisation où des solidarités de proximité pouvaient se développer. En Seine-Saint-Denis aussi, c'est aussi ce que nous avons constaté, notamment pendant cette crise sanitaire, à quel point un vivier d'initiatives citoyennes, souvent soutenues par le département, ont été bien sûr particulièrement utiles au moment de la crise sanitaire. C'est parfois l'entraide du quotidien. Imprimer une attestation de sortie pour un voisin ou imprimer des devoirs, les instituteurs et institutrices organisaient ça dans les petites supérettes du quartier, ou faire des courses pour des personnes âgées et se préoccuper de savoir si elles allaient bien. C'est aussi tout l'écosystème local dans le domaine alimentaire, par exemple, du réseau des banques alimentaires aux épiceries solidaires, en passant par les acteurs de l'agriculture urbaine, un réseau, y compris, que nous avons aidé à structurer à ce moment-là. Et c'est au fond tout ce qui participe de ces solidarités de proximité et qui s'incarne dans les projets que vous avez choisis en Seine-Saint-Denis, à savoir les jardins biologiques gérés par l'association Aurore, inscrits dans les réflexions autour de la boucle alimentaire de Sevran, le Pas si loin, ici même à Pantin, qui est l'un des 11 tiers-lieux autonomie soutenus par le département, les ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois, que le département soutient également. Nous étions réunis ce matin pour son conseil d'administration. 3 lieux bien différents, mais qui sont justement producteurs de solidarité, de proximité, de confiance entre les habitantes et donc potentiellement des lieux de ressources en cas de choc. Département, permettez-moi d'insister encore sur quelques éléments. Le département travaille actuellement à sa stratégie résilience départementale qui devra inclure à la réflexion le potentiel de ces projets, notamment dans la perspective de l'adaptation au changement climatique. Bien évidemment, il faut lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les nuisances et les pollutions pour les habitants de Seine-Saint-Denis. C'est ce que nous nous employons à faire
quand nous finançons la création de transports en commun, quand nous finançons des aménagements cyclables ou la rénovation thermique des bâtiments. Mais dans un territoire où l'hypothèse que j'évoquais d'une hausse de la température de 4 degrés, eh bien qui est donc un scénario plausible, lutter contre ne suffit plus, il faut donc se préparer, disons-le aussi, à vivre avec. Cela implique d'investir dès maintenant dans l'adaptation aux conséquences du réchauffement climatique. Je pense bien sûr à la végétalisation de nos territoires urbains, à la lutte contre les inondations ou encore au financement de notre système de santé pour faire face à la succession de ces canicules. C'est cette démarche de résilience territoriale qui répond au double enjeu à la fois de réduction des nuisances et des pollutions et d'adaptation du territoire face à ces crises qui doit désormais irriguer l'ensemble de notre action publique départementale. Et parce qu'ils peuvent s'avérer particulièrement précieux en cas de choc, le potentiel justement de ces lieux qui sont vecteurs de solidarité de proximité doit être particulièrement saisi. Le département engagera aussi ce type de réflexion, d'interrogation par rapport au rôle que peut jouer notre propre patrimoine départemental, les collèges. L'exemple que je peux vous citer, c'est aussi d'avoir ouvert, de mettre à disposition des collèges départementaux, par exemple, pour ouvrir des cuisines centrales et produire des repas, alors même que tout le système d'aide alimentaire était à l'arrêt dans les premiers jours du confinement, par exemple. Nos parcs, bien sûr, lors de canicules, mais aussi un réseau de PMI et de crèches très développé sur le territoire de Seine-Saint-Denis. Voilà donc quelques réflexions que je voulais partager avec vous et que m'amènent aussi à parcourir en regardant l'étude qui a été réalisée. Ça viendra très utilement alimenter notre stratégie résilience départementale et le directeur général des services, Olivier Weber, viendra conclure vos échanges et présenter les premiers contours de cette stratégie résilience du département de la Seine-Saint-Denis. En tout cas, merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Émilie. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président, merci Harry. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis Émilie Moreau, je suis directrice d'études à l'Atelier parisien d'urbanisme. Je voulais vous dire d'abord que nous sommes très heureux de pouvoir restituer les résultats de cette étude ce soir. Il était important pour nous, à la PUR, à l'Atelier parisien d'urbanisme, d'explorer ce sujet des solidarités de proximité et de la résilience. C'est un sujet inscrit à notre programme de travail depuis 2 ans maintenant et qui donne lieu à une série de travaux. Et puis de pouvoir aussi, en lien avec le département, organiser ce temps d'échange, de discussion ce soir dans ce très beau lieu ici à Artagone. Et je remercie les personnes donc responsables de ce lieu qui ont permis cet événement ce soir. Alors pourquoi cette étude ? Donc ce sont des travaux qui s'appuient sur un constat de départ qui a été très largement documenté, qui est que le lien social constitue un facteur clé de la capacité des sociétés et des territoires à faire face aux crises, donc à être résilients. Une référence que l'on rappelle souvent et qui a été d'ailleurs rappelée par Stéphane Troussel et renvoie aux travaux de l'américain Eric Lindenberg, qui a donc à partir et en analysant finement les effets de la canicule de 95 à Chicago, donc dans la ville de Chicago, a pu montrer qu'il y avait eu des impacts très différenciés en fonction des liens de solidarité, des lieux communautaires qui existaient dans certains quartiers. Donc il y a 2 ans, nous avons souhaité, avec plusieurs partenaires, dont la ville de Paris qui est représentée ce soir, engager et participer à une série d'enquêtes sur ce sujet, donc sur cette relation entre liens sociaux et résilience territoriale. Donc une première étude a été menée en 2021, à laquelle nous avons été associés, donc réalisée par une chercheuse et qui s'appuyait sur des terrains parisiens. Cette étude visait à analyser donc, des initiatives citoyennes qui cherchaient à renforcer la convivialité, les solidarités de proximité à l'échelle locale, à l'échelle de quartier. Et donc cette deuxième étude que nous avons réalisée, que nous vous restituons ce soir et qui sera en ligne sur notre site internet dès demain, s'intéresse
aux liens sociaux qui émergent dans le cadre de projets associatifs ou institutionnels, donc les 3 lieux qui ont été présentés tout à l'heure. L'idée étant de les analyser au prisme des liens sociaux, des relations dont ils sont le support. Donc les 3 terrains, le Pas si loin à Pantin, donc, le jardin partagé d'Aurore à Sevran et les ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois. Donc des terrains qui seront présentés par des personnes donc, qui les gèrent dans quelques minutes. Donc l'idée au travers de cette sélection, c'était de retenir des initiatives en cherchant à diversifier les types de projets, donc du point de vue de leur objet, aussi de leur statut, du profil des participants, des personnes qui les fréquentent, et aussi des quartiers dans lesquels ils sont implantés, donc sur l'ensemble du territoire. Et donc l'objectif était de les regarder, d'essayer d'identifier les effets de ces projets en matière de lien social et de solidarité de proximité. Donc il s'agissait de comprendre en particulier ce qui permet aux habitants, aux participants de ces lieux de tisser des liens, des réseaux, des relations, de comprendre comment ces réseaux de solidarité ont un effet sur la résilience des territoires et enfin de voir comment les collectivités, les acteurs publics de manière générale peuvent jouer un rôle pour renforcer ces liens sociaux en proposant une série de pistes de réflexion et de propositions d'action. Alors 2 mots de méthode avant de laisser les lieux présenter leurs activités et qui ils sont. Donc pour dire que l'étude s'est appuyée d'abord sur une recherche documentaire qui nous a permis de construire un protocole d'enquête et puis surtout s'est appuyée sur un travail de terrain à partir d'entretiens individuels et collectifs à la fois auprès des porteurs, des responsables de ces lieux, mais aussi de personnes qui participent aux activités qui sont développées dans ces projets, et aussi des non-participants, pour essayer de comprendre justement les raisons qui expliquaient le fait de ne pas y recourir, de ne pas les fréquenter. Donc voilà, avant de laisser les chargés d'études présenter les grands enseignements de ce travail, nous souhaitions proposer aux 3 terrains de prendre quelques minutes pour se présenter, nous dire qui ils sont, quelles sont les activités qui sont mises en œuvre, mises en place dans ces lieux, et nous dire aussi peut-être ce qui vous a intéressé dans le fait d'être associé à cette réflexion, de participer à cette étude. Donc voilà, je vais demander à Mathilde Jourdan-Boutin de venir, de me rejoindre pour le Pas si loin, à Lamri Guenouche également pour les jardins biologiques d'Aurore et aux ateliers Médicis, donc Renan Benyaminia. Merci beaucoup, merci à vous 3. Merci. Je vous laisse la parole. Bonsoir. Du coup, merci à tous d'être là. Et du coup, je vais présenter le Pas si loin au titre de membre du bureau et secrétaire de l'association. Du coup, l'association du Pas si loin est un tiers-lieu et une auberge à projet qui est située dans les 4 chemins. Et notre objectif principal, tel qu'on le définit, est de favoriser la mixité et le lien social pour et par les habitants. De fait, nous sommes situés dans le quartier des 4 chemins. Si vous n'y êtes pas, si vous le fréquentez pas énormément, c'est un quartier qu'on peut caractériser par sa grande diversité. Diversité administrative d'abord, parce que même s'il est situé, notamment notre local historique, qui est au 1 rue Berthier, est situé à Pantin, mais il est à cheval sur le quartier des 4 chemins, qui se situe aussi, qui est à cheval avec la ville d'Aubervilliers, et juste à côté du 19e arrondissement de Paris, qui se situe juste au-delà du périphérique. Désormais clos, mais initialement c'était aussi un lieu de passage. Diversité ensuite surtout dans le quartier d'origine, de religion, d'âge, de genre et de ressources. C'est un quartier qui est classé politique de la ville et qui est connu pour les difficultés que peuvent connaître certains de ses habitants. Et cette diversité, elle donne lieu à des pratiques urbaines qui sont très variables, mais qui ne sont pas toujours perceptibles dans l'espace public. L'espace public est souvent en fait aux 4 chemins qualifié comme principalement masculin, jeune et marqué par la présence maghrébine, ce qui cache en fait la grande diversité des habitants des 4 chemins. L'objectif initial de l'association était donc aussi de redonner une place à cette diversité et aux habitants les plus invisibilisés de l'espace public, à savoir d'abord le public féminin qui est très présent dans nos activités et aussi les personnes en perte d'autonomie
ce qui nous a mené à demander une qualification comme tiers-lieu autonomie. Donc des personnes plus âgées ou alors isolées, isolées dans le cadre de difficultés médicales. De fait, et ensuite par et pour les habitants, parce que en tant qu'association, on est surtout, même si on est appuyé par des salariés, c'est surtout les bénévoles qui portent des projets, bénévoles qui sont tous habitants et résidents des Quatre Chemins, et aussi parce que les habitants portent leurs envies, leurs besoins, et qu'on est ouvert à leurs idées et volontés d'activité. Ce qui fait qu'on propose une très grande diversité d'activités, notamment qu'on a décidé de définir autour de 3 axes. Le premier étant celui de faire ensemble. L'idée, c'est de proposer des activités et des ateliers demandés par les habitants ou alors portés par les habitants qui en ont les compétences, afin de valoriser les savoir-faire du quartier, mais aussi d'apprendre et de pratiquer ensemble des activités qu'on connaît moins. Pour donner un exemple, on a par exemple des cours de yoga ou des cours de self-défense qui sont proposés par des habitants de manière bénévole. Notre deuxième axe d'activité se centre autour du fait de découvrir ensemble, découvrir ses droits, mais aussi découvrir la diversité des cultures et des propositions culturelles des Quatre Chemins. Ça peut se matérialiser aussi bien par des sorties hors les murs à des tarifs très bas, voire gratuits, mais aussi au sein de l'association, l'accueil d'activités culturelles telles que des concerts ou des vernissages d'artistes locaux et de talents du quartier. Enfin, la découverte des cultures passe aussi par la découverte de cultures, on va dire, plus institutionnelles, donc les sorties hors les murs, et aussi au sein de l'association, on organise un ciné-club porté par les bénévoles et ou un club lecture féministe, donc toujours tourné autour de cette question de valorisation des invisibles du quartier. Enfin et surtout, progressivement, on s'est rendu compte que le fait de partager des repas était une des manières les plus faciles de créer du lien social, de créer de la mixité et de réunir tout le monde autour de la table. Et donc, le dernier axe essentiel de notre action est celui de savourer ensemble. Savourer, mais aussi faire ensemble de la nourriture. Et ça s'est matérialisé autour de différents projets, notamment la cantine solidaire, dont l'objectif était de valoriser, cuisiner tous ensemble, mais aussi d'aider aux personnes les plus en besoin dans le quartier. Mais aussi, toujours dans l'idée de valoriser les talents locaux, une professionnalisation progressive des talents du quartier à travers l'ouverture de la cantine. Donc c'est un lieu qui se situe à Artagon, juste à côté, dans l'ancienne cantine du collège, et où l'idée est d'accueillir des talents culinaires du quartier pour ensuite promouvoir leurs capacités et progressivement les mener vers une professionnalisation de leur activité. Ouvert brièvement en novembre, la cantine réouvrira définitivement à partir du 26 avril, et pour tous les voisins, vous êtes les bienvenus si vous ne connaissez pas encore le lieu. L'atelier, notre local historique, a ainsi pu se recentrer sur toutes les autres activités qui ne sont pas celles du fait de savourer ensemble, et désormais on y accueille surtout les autres pôles, notamment le pôle autonomie et les activités de loisirs créatifs et d'accès aux droits et aux cultures. Enfin, notre dernier lieu, on a ouvert également un stand sur le marché, toujours dans l'idée de promouvoir les talents culinaires du quartier. Fondé en 2013 comme un café associatif destiné exclusivement aux femmes, le Pas si loin a progressivement évolué pour désormais couvrir une grande diversité d'activités et de publics. Et notamment depuis 2019, on connaît une évolution très rapide, ce qui nous a poussé à devoir faire un gros travail d'identification et de redéfinition de ce qu'était notre activité et notre identité. Et on avait été accompagné par de nombreux, aussi bien de pouvoirs publics que de spécialistes des tiers-lieux et du monde associatif. Ce qui fait que quand la Pure nous a contactés pour mener cette enquête, initialement, certains d'entre nous étaient assez réticents parce qu'on sortait déjà d'un an et demi de définition, d'accompagnement mené par des professionnels. Mais
Et on craignait aussi une forme d'évaluation à laquelle on ne se sentait pas encore prêt parce qu'on était tout juste au sortir de notre restructuration. Après, en tant que doctorante en géographie sur mon temps libre, et par ailleurs une partie de notre équipe est composée aussi de spécialistes en urbanisme et en géographie, on connaissait relativement bien la Pure et son travail, et on a réussi à convaincre le reste de l'association que participer à l'étude en fait nous prendrait peu de temps et pourrait être bénéfique pour nous. Et au sortir de l'étude qui a été lue, l'ensemble de l'équipe est très heureux et heureuse. La relation avec Corentin et Anastasia s'est très bien passée et n'a pas nui du tout ce qu'on avait peur sur notre temps de travail bénévole et associatif. Et surtout, nous sommes ravis en fait, d'avoir une étude qui évalue réellement l'impact à l'échelle du quartier de notre travail. On fait régulièrement des évaluations d'impact, mais sur nos petites activités, et on n'avait pas forcément idée de ce à quoi on pouvait participer à une plus grande échelle, et cette étude vient confirmer des hypothèses qu'on avait. Donc merci beaucoup de nous avoir accueillis dans l'étude finalement. Bonjour, Lambré Guenouche, donc je suis le responsable des jardins biologiques de Sevran. Donc c'est un atelier chantier d'insertion qui fait partie des structures d'insertion par l'activité économique. Donc à la base, donc c'est une structure qui a pour vocation de faire de l'insertion professionnelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accompagne des personnes très éloignées de l'emploi. On fait ce qui fait un peu pour l'emploi en termes d'accompagnement, de recherche d'emploi, de formation, sauf que durant cette période d'accompagnement, les personnes sont salariées de l'association. Donc ils bénéficient d'un travail et d'un salaire. Et comme activité, on a le maraîchage biologique, d'où l'appellation des jardins biologiques d'Aurore. Donc, et pour lequel s'est greffée une deuxième activité qui est soutenue par la ville dans le cadre du PLI, qui est l'entretien des espaces verts en zéro phyto. Ces deux activités-là nous amènent à accompagner à peu près une cinquantaine de personnes en file active sur des contrats aidés de 26 heures semaine. Donc voilà, c'est des personnes pour lesquelles on fait tout l'accompagnement pour pas leur trouver un travail dans l'immédiat, mais surtout travailler sur ce qu'on appelle les freins de l'emploi. C'est-à-dire essayer de balayer tous les freins de l'emploi en termes de logement, de démarches administratives, de santé, avant de les mettre sur le marché du travail durable. Voilà, d'un terme, donc ces 50 personnes en file active sont suivies par une CIP et des professionnels dans le métier du maraîchage ou de l'entretien des espaces verts. Par la suite, l'association s'est dit, d'accord, on vise les publics en insertion, mais aussi, on a aussi des jeunes qui passent et qui voient ce qu'on fait. Donc on a créé un jardin pédagogique destiné aux écoles sevranaises, permettant ainsi de faire de l'éducation environnementale. Et les classes, d'ailleurs, on est soutenu par le département et par l'État pour permettre que ces animations-là soient gratuites. Donc les écoles sevranaises ne payent pas, donc elles sont là. C'est des animations qui vont être sur toute l'année. Et la dernière, un peu par rapport à notre sujet, donc à un certain moment on s'est posé la question, en se disant, on cible les personnes liées au travail, les enfants, mais qu'est-ce qu'on fait réellement pour le quartier en lui-même? Donc l'idée a émergé avec le bailleur, l'OGIREP, et de se dire on va créer un jardin partagé pour permettre à ces habitants-là de bénéficier d'un espace pour eux dédié pour faire une activité de loisir, entre guillemets, mais aussi un peu de production légumière. Donc pour cela, le jardin a été créé en 2003-2004, donc ça se joue sur 2 années, et pour lequel on avait une dizaine de familles qui sont accompagnées par une animatrice pour faire des ateliers collectifs et des ateliers individuels en fonction de leurs besoins. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Par rapport un peu à cette étude-là, moi j'étais dès le début emballé. Pourquoi? Parce que à certains moments, quand on faisait dans le cadre un peu du financement, on répondait à un bilan, c'est-à-dire qualitatif et quantitatif, mais surtout on donnait que des chiffres. On donnait le nombre de personnes qui viennent au jardin, la composition de la famille, les enfants, leur âge et tout, mais on n'avait pas ce retour-là. Qu'est-ce que
c'est-à-dire ces personnes-là font de leur espace. Qu'est-ce que ça leur a apporté au-delà de venir cultiver leur parcelle? Donc, et je pense que ça a été très intéressant, du moins par rapport aux résultats que vous allez voir. Ça nous a permis un peu de se dire, mince, voilà, c'est très intéressant. C'est pas juste pour nous de permettre de donner des parcelles ou d'accompagner ces personnes-là, mais aussi c'est d'assurer un lien social entre ces personnes-là. Donc l'idée, bon, ça très très intéressant. Et par la suite, on s'est dit pourquoi pas. Donc ça nous a donné l'idée de peut-être de développer cette activité de jardin, de la passer de 10 à peut-être 20 parcelles. Donc voilà, merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors au tout départ, puisque j'ai été en lien, lorsqu'on a démarré les échanges, je ne me suis pas senti très très légitime pour intégrer l'étude, parce que les ateliers Métis sont une institution, une grosse institution, même si elle est assez jeune encore. C'est un projet qui a été formulé la première fois en 2007, 2 ans après les révoltes urbaines de 2005. Avec l'idée de changer le regard sur la banlieue, comme on dit traditionnellement, et de créer un lieu culturel de premier plan à la jointure de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, devant le métro du Grand Paris Express qui sera inauguré là en 2026. Donc, le projet avance, l'établissement a été créé en 2015, mais des solidarités de proximité, elles préexistent en fait à ce projet. Et je pourrais parler par exemple, 1 an après notre arrivée, donc le Covid qui nous est tombé dessus comme à vous toutes et tous, et des distributions alimentaires ont eu lieu à Clichy-sous-Bois comme ailleurs en Seine-Saint-Denis. Et on a des distributions ont eu lieu aux ateliers Médicis, mais ce n'est pas nous qui les avons initiés, ce sont des habitants qui nous ont demandé s'ils pouvaient tout simplement habiter le lieu pour que ces distributions aient lieu. Ça nous a beaucoup questionné parce que notre établissement et notre projet en fait ont acquis à la faveur de ces distributions une visibilité qu'ils ne trouvaient pas forcément avant. Donc évidemment ça rend humble. Et en fait, ces solidarités de proximité qui existent, eh bien c'est parce que un artiste de Clichy-sous-Bois avec lequel on était en lien parce qu'il voulait faire une comédie musicale et que des liens comme ça s'étaient tissés, c'est pour ça qu'il s'est senti autorisé à frapper à la porte pour organiser cette distribution. Cette petite digression pour dire qu'on cherche la manière à la fois de faire institution, parce que c'est notre travail, c'est pour ça qu'on est là, pour créer un établissement culturel de premier plan qui rayonne à l'échelle nationale, internationale, etc. On est financé principalement par le ministère de la Culture, ainsi que par les différentes collectivités. Donc comment on assume cette dimension institutionnelle et comment pour autant on essaie de créer des liens originaux, sincères avec les habitants, avec les voisins. Et une des premières choses, c'est qu'on essaye de plus en plus de ne pas parler de public. Nous essayons de ne pas, comme la plupart des lieux culturels l'ont fait jusqu'à présent, et beaucoup changent leur lexique, nous ne sommes pas les seuls à le faire, parler moins de public mais plus de voisins, parler davantage de communautés. Et donc le travail qu'on essaye de faire, c'est de former des communautés qui vont intégrer des artistes professionnels, des artistes amateurs, des voisins, des enfants, des grands, alors pas forcément tout le monde ensemble, parce que c'est vite le bazar. Mais en tout cas, petit à petit, on crée ce type d'espace où la confiance peut se gagner. Puisque je crois que dans l'étude, il était question d'interconnaissance, et donc c'est une chose qui nous préoccupe beaucoup, en fait, l'interculturalité tout simplement, puisqu'on est dans un environnement de très grande altérité, très grande richesse, mais de très grande altérité. C'est autant une richesse qu'une difficulté quotidienne. Et donc, parmi ces communautés qu'on a créées progressivement, au contact le plus souvent de nos voisines et de nos voisins, eh bien, il y a le pôle média, vous voyez une image ici, donc créé avec des journalistes assez militants et engagés du collectif La Friche, grâce à un dispositif de résidence de journalistes. Et au fil des mois et des années, un véritable pôle média, un média participatif s'est créé qui s'appelle l'Étincelle, que vous pouvez retrouver en ligne, l'Étincelle Média. Et donc ce sont des habitants de Clichy et de Montfermeil, des jeunes femmes et des jeunes hommes, à peu près à égalité, qui se retrouvent toutes les semaines pour apprendre, pour créer des contenus, des chaînes, et puis peut-être demain, c'est notre objectif qu'ils puissent produire, pourquoi pas des contenus aussi à commercialiser pour créer une économie à partir de cela. Et parmi les communautés qu'on a créées, je pense également à une équipe manga
qui a été créé autour d'un artiste qui est résident ici à Artagon, qui s'appelle Someboy Vrenon, et qui lui travaille beaucoup sur l'esthétique et les valeurs du manga. Et on s'est dit, mais génial, parce que s'il y a bien aujourd'hui une culture, une esthétique qui rassemble les différents milieux sociaux, c'est le manga. Et donc, pareil, un groupe d'une vingtaine de jeunes se réunit toutes les semaines autour du manga, pas simplement pour griffonner une tête de Dragon Ball. Enfin, ça, c'est un peu daté comme référence. Aidez-moi, qu'est-ce qu'on a plus récent? One Piece. Donc c'est aussi pour interroger les valeurs du manga. Ils sont partis à Angoulême, aux Beaux-Arts, etc. Et c'est un très beau support justement pour créer de l'échange, de la curiosité, et aborder par exemple pour les garçons la question des émotions, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, donc petit à petit, ce sont des modèles qu'on essaye de développer, c'est de créer ces espaces. Le mot est tellement mal connoté aujourd'hui en France que je l'utilise toujours et je le surligne et le souligne pour former des communautés créatives qui sont à géométrie variable, qui se font, se défont, qui rassemblent des jeunes, des vieux, des filles, des garçons. Et c'est assez joyeux, c'est de l'ajustement quotidien. Donc en fait c'est de l'expérimentation, ça demande du temps et de l'énergie, et c'est ce qui nous permet progressivement d'aller vers le futur lieu des ateliers Médicis qui ouvrira en même temps que le métro en 2026, et qu'on a souhaité penser un peu sur le même modèle grâce à l'agence d'archi avec qui on bosse, qui s'appelle Encore Heureux, peut-être vous connaissez, et on a souhaité installer une permanence architecturale, c'est-à-dire que dès une année avant le chantier, une architecte qui fait partie de l'équipe d'Encore Heureux et qui est habitante de Clichy-sous-Bois est au quotidien avec nous sur le terrain pour parler du projet, écouter les habitants, leur permettre de râler, de questionner, de rêver. Tout ça se fait de manière très vivante, pas toujours facile parce que c'est aussi beaucoup d'interpellations. Et ça permet au projet de se nourrir de tout ce qu'il rencontre, de rêves, de contestations, d'interpellations. Et c'est pas fini en fait, ça continue. J'ai déjà trop parlé. Ouais. Merci. Merci beaucoup, merci à vous trois. Donc, on va passer à la séquence de présentation des résultats de l'étude. J'ai demandé à Anastasia Fletcher et Corentin Hortet, qui ont tous les deux réalisé ce travail ensemble et qui vont donc vous présenter les grands enseignements. Bonjour à tous. Alors donc je vais maintenant passer avec Anastasia aux grands enseignements de l'étude. D'abord donc ces trois lieux qui viennent de se présenter, très rapidement un peu quels sont leurs points communs. Et bien d'abord ce sont trois lieux, même s'ils ont des rayonnements multiples, qui sont aussi des lieux de proximité à l'échelle d'un quartier. Et dans des quartiers qui se caractérisent aussi assez facilement par le fait que ce sont des quartiers populaires dans les trois cas. À titre d'exemple, on a mené une analyse statistique sur ces quartiers. Et donc il y a entre 2 et 3 fois plus de ménages pauvres qu'en moyenne dans la métropole du Grand Paris dans ces trois quartiers. Donc il y a aussi des personnes assez vulnérables notamment. Ce sont des quartiers où, quand on quitte l'analyse statistique et qu'on s'intéresse à ce que nous disent leurs habitants, où il existe de forts liens de solidarité. Il y a un attachement au quartier de la part des personnes qu'on a interrogées, mais il y a également de nombreuses divisions, fractures au sein de micro-quartiers. Par exemple, à Clichy-sous-Bois, on nous a parlé du Haut-Clichy et du Bas-Clichy, à Sevran de la cité haute et de la cité basse, par exemple, mais aussi des divisions en termes de genre, d'âge, de communauté, de milieux sociaux, tout simplement. Et puis ce sont aussi des quartiers où il y a de nombreux projets urbains, donc de nombreux projets en cours, donc des quartiers en mutation. Et à ce titre, quand on voit les divisions qui existent, mais aussi les mutations en cours, on se rend compte aussi de l'importance en fait, que peuvent avoir ces lieux, pourquoi pas en tant que liant en fait, de ce quartier, en tant que lieu de lien social du coup. Puisque ces lieux, ce qu'ils ont en commun aussi, c'est que ce sont des espaces qui sont ouverts à toutes et à tous, une sorte d'accueil inconditionnel finalement, qui proposent des activités collectives à faire ensemble et qui sont soutenues par la puissance publique. On a également donc, proposé quelques cartographies dans cette étude. Ici, ce que vous pouvez voir, ce sont donc les trois lieux principaux qu'on étudie, avec un cercle donc jaune de 500 mètres de rayon autour du lieu. Et puis ça permet de voir donc différentes situations en termes d'accessibilité, de centralité,
avec donc les transports en commun qui sont indiqués, et en jaune, les axes routiers donc, qui sont comme surlignés, ce sont les centralités d'échelle locale. Donc une centralité étant en fait un axe passant dans lequel il y a de nombreux lieux collectifs, donc des commerces ou des équipements publics. Ce qui permet de voir par exemple que l'atelier du Pas si loin est situé en fait sur un axe passant, donc dans une centralité, ce qui peut lui servir en termes de fréquentation notamment, tandis que les deux autres lieux sont un peu plus éloignés en fait, des centralités, et avec une accessibilité parfois un petit peu plus compliquée aussi en termes de transport en commun. Ce qui est intéressant aussi dans l'analyse de ces quartiers, c'est de se rendre compte que ce sont des quartiers où il y a parfois peu de lieux collectifs, en fait, de lieux de lien social, à l'exception des 4 chemins où il y a notamment beaucoup de cafés, mais qui sont presque exclusivement en fait, fréquentés par des hommes. C'est à mon tour. Alors, c'est des lieux où il y a une mixité des publics et des inégalités d'accès. Au jardin, par exemple, ce sont surtout des retraités. Il y a quelques actifs et les jeunes sont plus difficiles à mobiliser. Pour le Pas si loin, il y a des variétés de participants, d'activité en activité. Parfois, il peut y avoir des personnes vulnérables, des personnes aisées, des personnes âgées comme des personnes plus jeunes. Mais il y a quand même une difficulté à mobiliser les jeunes et aussi à mobiliser les actifs en journée. Concernant ces publics jeunes, si l'activité est spécifiquement conçue pour eux, là c'est différent. Et là c'est ce qu'on a bien vu au pôle média, du coup qui a identifié les besoins des jeunes du quartier. Du coup c'était de travailler sur des médias et qui s'est adapté à leur plage, à leur disponibilité. Il y a un bug de micro. Du coup les mercredis après-midi. Et il y a aussi une association qui est accueillie par le Pas si loin, l'association Espoir Jeunesse de Pantin, qui, pareil, a identifié les besoins des jeunes du quartier. Du coup, là, c'était plutôt en termes de soutien scolaire, il me semble. Il y a d'autres publics également qui ont besoin d'activités adaptées, comme les enfants ou les parents et les enfants. Et donc, au Pas si loin également, les mercredis, parfois, il y a des mercredis garde d'enfants et coworking, qui mélangent parents et enfants. Ensuite, des opportunités de croisement entre des personnes au profil très différents. Donc ça, c'est important dans une perspective de résilience, car de l'entraide peut se créer entre des participants qui ont des compétences très différentes. Donc par exemple, donner de l'aide administrative à quelqu'un parce qu'on en a les compétences. Ne pas confondre mixité et diversité des publics. Il y a certains publics qui ne se croisent pas. Et ça, au Pas si loin et aux ateliers Médicis, les publics qui vont aux activités en journée ne vont pas forcément croiser les personnes qui viennent aux événements le soir et en week-end. Sur un même lieu, il y a différents publics qui ne se croisent pas forcément. La mixité, elle peut attirer comme repousser. Pour les personnes âgées, c'est plutôt positif. On va chercher à être à une activité intergénérationnelle pour ne pas rester exclusivement entre personnes âgées. Et par contre, la non-mixité, elle a aussi ses vertus. Et ça, c'est revenu pour différents groupes de femmes sur les différents lieux qui vont préférer un entre-soi entre femmes qui est plus rassurant. Merci. La question de la non-participation, qu'on a pas mal étudiée du coup. La visibilité de l'initiative, il y a des projets qui ne sont pas toujours connus. Par exemple, le jardin du Pont Blanc, il se situe, comme beaucoup de jardins partagés, au pied des immeubles, mais les habitants ne l'identifient pas forcément ou ne savent pas forcément que c'est ouvert au public. Et donc ça amène à se poser la question de la compréhension, qui est revenue sur tous les projets. C'est des projets qui ne sont pas toujours lisibles ou toujours identifiés. On ne sait pas forcément ce qui s'y fait ou comment faire pour y participer. Par exemple, certaines personnes au Pas si loin ont pu penser pendant un certain temps que c'était adressé que pour les femmes, ou aux ateliers Médicis, certaines personnes ont pu penser que c'était privé. Donc, il y a certaines personnes qui ont
exprimer le sentiment que parfois les activités ne sont pas pour elles. Il y a certaines programmations parfois qui peuvent un peu intimider ou qui peuvent être éloignées tout simplement des intérêts du quartier. Et aussi, ça, Corentin l'a un peu montré en montrant les cartes des centralités, il y a la question des caractéristiques urbaines et architecturales et de l'insertion des lieux dans la ville. C'est-à-dire que par exemple, au Pas si loin, certains des participants à qui nous avons parlé ont découvert le Pas si loin car ils allaient au marché, ils allaient à l'école et sur le chemin, ils ont découvert le lieu, ils ont vu une affiche qui les a interpellés. Mais parfois, le lieu peut être un peu éloigné des centralités. Alors aux ateliers Médicis, par exemple, c'est le cas, mais il y avait aussi quelque chose d'assez intéressant quand on a observé le café à l'accueil. C'était du coup l'été dernier, entre 17 et 19 heures. Là, il y avait pas mal de personnes qui passaient parce que c'était sur leur chemin de travail. Donc ça dépend aussi vraiment des publics, des heures et de la période en fait, de l'année, s'il fait beau ou pas. L'engagement peut être perçu comme contraignant, alors comme je l'ai évoqué, les actifs ont plus de mal à participer à ces activités et c'est parce que, pour une question très simple qui est celle de leur emploi du temps, il y a une certaine régularité qui est nécessaire au monde de l'associatif. On répète souvent que c'est important d'avoir des bénévoles qui viennent régulièrement et des participants réguliers, donc ça peut être un problème. Et également pour les jardins, parce que les parcelles, on ne peut pas venir les cultiver ponctuellement, il faut respecter le rythme des saisons et il y a certaines régularités à certains moments de l'année. Donc ça peut être contraignant pour ces publics-là. Alors le rôle clé des personnalités impliquées. Les animateurs, on a remarqué, sont souvent les premiers liens d'entrée à ces lieux et ils ont vraiment un rôle clé. Ils viennent parfois identifier au lieu et on a l'impression que c'est généralement à eux qu'on va demander de l'aide en premier. C'est des personnes qui accompagnent l'entrée au lieu. Les différentes initiatives se basent parfois sur le modèle de la permanence architecturale, c'est-à-dire être présent dans le lieu et accompagner les personnes, personne par personne. Et donc du coup, c'est souvent ce premier contact positif de dire bonjour, d'inviter et de répéter l'invitation qui va inciter à rentrer dans le lieu une première fois et puis ensuite à y revenir sur le temps long. Cette animation, elle permet des rapports qui sont bienveillants et en fait on a bien vu qu'il ne suffit pas de mettre un espace à disposition pour créer une dynamique. Il faut vraiment qu'il y ait une animation, surtout dans des initiatives où il peut y avoir des personnes au profil très divers. Je vais bien la prochaine, merci. Donc des pratiques qui facilitent l'échange. La pratique en commun et des activités qui ont du sens. On nous a beaucoup répété que le sentiment de se sentir utile ou de faire quelque chose d'utile, c'était très important pour venir au lieu. Donc par exemple à la cantine solidaire au Pas si loin, on nous a souvent dit que ce qui était important, c'était le sentiment qu'on allait aider en donnant un repas à un prix accessible et en travaillant avec d'autres bénévoles. Pour les ateliers Médicis et les jardins, être dans la création de médias pour le pôle média, de travailler, et pour les jardins, de cultiver sa parcelle. Et ça, c'est vraiment ce qui a du sens et ce qui encourage à échanger. Et des formules qui sont entre flexibilité et récurrence. Là, je pense par exemple au pôle média, aux ateliers Médicis, qui proposent, du coup, c'est tous les mercredis, il y a des horaires fixes. On sait que quand on va venir, on va rencontrer les animateurs qu'on a rencontrés la première fois, qui vont pouvoir nous accompagner sur nos projets, ou juste nous montrer comment utiliser le matériel pour y travailler de manière autonome. Mais c'est aussi parfois décrit comme un lieu de sociabilité. On peut venir pour échanger, pour être dans le débat, pour regarder des vidéos YouTube, écouter de la musique. Et en fait, ça, c'est très très important parce que ça permet de créer du lien social, mais aussi dans le cadre du travail, en fait. Et il y a des inversions des rôles et des encadrements. Les relations entre animateurs, bénévoles, bénéficiaires sont très poreuses.
on peut être bénévole et à un moment devenir animateur, par exemple. Et ça permet de parfois d'avoir des animateurs qui nous ressemblent et de pouvoir s'identifier à ces personnes. Et quand ce n'est pas le cas, les animateurs ont beaucoup répété qu'ils vont également participer à l'activité et se mettre en fait dans une position d'égalité pour voilà, un peu casser ce schéma pyramidal. Et enfin, le laisser-faire. Donc, partir du principe qu'on fait confiance pour inclure les participants. Pour l'un des jardins, parce qu'on a fait une mise en regard de 2 autres jardins en complément du jardin du Pont Blanc, l'un des participants disait que c'est important de partir du principe que les enfants qui passent ne vont pas voler le matériel, il faut faire confiance pour créer cette dynamique. Et il faut s'adapter à leurs envies, à leurs propositions. Voilà, comme on l'a évoqué, les jeunes de certains quartiers vont aimer telles activités, mais c'est pas... de quartier en quartier, les besoins et les envies changent en fonction des différents publics. Et enfin, laisser le temps aux personnes d'intégrer les activités et de s'adapter. Donc voilà. Voilà, donc on vient de voir un peu du coup comment, enfin de quelle manière en fait ces lieux permettent la création de liens sociaux. Et maintenant la question ça va plutôt être comment décrire ces liens sociaux qui sont générés. Et là c'est le moment où c'est un tout petit peu plus théorique. On va faire appel à 2 typologies de liens sociaux qui existent. La première c'est tout simplement selon le niveau d'intensité du lien. Donc c'est une typologie du sociologue suisse Maxime Felder. Donc lien fort, donc les amis, la famille. Liens faibles, qui sont plutôt les connaissances, et un 3e stade qui est celui des inconnus familiers, donc les personnes qu'on connaît sans vraiment connaître, la dame qui habite au 4e étage, le commerçant d'en face. Ça c'est une première façon de classer ces liens qui sont créés. Et une deuxième façon c'est la typologie de Robert Putnam, un sociologue américain, selon plutôt la fonction de ces liens. Donc avec le bonding, donc il s'agit de liens forts au sein d'un même groupe, enfin d'un groupe de mêmes personnes, par exemple au sein d'un groupe de jeunes. Le bridging, c'est au contraire des liens qui relient 2 groupes, par exemple une amitié entre une personne de ce groupe de jeunes et une personne d'un groupe de personnes plus âgées, par exemple. Et puis les liens de type linking, ça ce sont des liens verticaux, donc avec des personnes qui sont le relais en fait, des autorités publiques, des institutions. Et alors du coup, quels sont ces liens qui sont régénérés? D'abord, ce sont de nouveaux liens de proximité, de nouveaux liens de voisinage, quelque part. D'abord parce que la plupart des participants en fait, ne se connaissaient pas avant. C'est à l'exception du pôle média d'ailleurs des ateliers Médicis où les personnes se connaissaient uniquement de vue, donc ils étaient au stade des inconnus familiers. Et les liens qui sont créés, ce sont quelques liens forts, donc quelques amitiés, on a pu observer ça, des personnes qui se connaissent maintenant très bien, dont le lien social se prolonge au-delà des activités, mais surtout beaucoup en fait, de liens qu'on pourrait caractériser de liens faibles plutôt, sans que ce soit péjoratif, c'est-à-dire des liens qui se développent principalement au sein des activités, en fait, des ateliers qui sont pratiqués, mais qui ne s'étendent pas nécessairement en dehors. Et puis aussi beaucoup d'inconnus familiers, en fait, de personnes qu'on va reconnaître dans la rue, de l'interconnaissance, comme on disait tout à l'heure. On va dire bonjour en fait, à ses voisins dans la rue, on va connaître leur prénom, donc ça va aussi changer le rapport avec ces personnes-là. Ce sont des liens qui peuvent aussi être qualifiés de quasiment professionnels parfois, puisque en fait, ce sont des lieux où on fait collectivement des choses, on travaille ensemble quelque part. Et puis des liens qui se créent dans une sorte de bulle un peu spécifique, qui existe en dehors des liens sociaux habituels, puisque en fait, quand on va dans ces lieux, on rencontre des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées sinon. On sort des groupes sociaux habituels. Et donc c'est le côté bridging donc, qui fait écho à la mixité des publics, à la mixité des participants qu'Anastasia a évoqué tout à l'heure. Surtout, ce qui est important, c'est que ce soit des liens forts ou des liens faibles, en fait, ce sont des liens qui génèrent de l'entraide. Et là-dessus, on a eu beaucoup d'exemples, en fait, soit qu'on a pu observer, soit qu'on nous a raconté au cours de l'étude, au cours de l'enquête de terrain en tout cas. Donc de l'aide administrative, comme disait Anastasia, il y a des personnes qui s'aident dans le cadre d'une recherche d'emploi, par exemple. Ça peut être aussi tout simplement un groupe, on nous a raconté aux ateliers Médicis, un groupe de participantes qui se raccompagnent chez elles le soir, après être allées aux ateliers. Au pas si loin, c'est des personnes qui s'envoient des messages pendant la canicule pour s'assurer que tout va bien. Ou encore au jardin partagé. On a eu un exemple d'un jardinier qui était tombé malade, et donc d'autres jardiniers qui ont réussi à trouver son adresse pour venir chez lui et s'assurer que tout allait bien et qu'il n'avait besoin de rien.
Quelque chose d'autre qui est renouvelé peut-être par ces projets, c'est le rapport des habitants aux institutions. Et d'abord, ça part d'un constat un peu paradoxal, c'est que ces lieux, donc les lieux qu'on a étudiés, sont parfois, presque malgré eux, identifiés par les habitants, par certains habitants en tout cas, comme étant proches des institutions. Et ça peut en fait générer parfois de la méfiance de la part de certains habitants. Et donc ça, c'est d'un côté, il y a ça. Et de l'autre côté, inversement, on a des participants à ces lieux qui apprécient, justement, disent apprécier venir dans ces lieux parce qu'ils sont presque alternatifs en fait. Ils sont moins formels, il y a une proximité à la fois physique et ressentie qui est plus grande, une plus grande accessibilité. Et tout ça permet en fait une appropriation plus facile des habitants du quartier. Et donc, en fait, quelque part, ce sont des lieux qui pourraient se positionner comme étant à l'intermédiaire, à mi-chemin peut-être, entre les citoyens et les institutions, et pourquoi pas permettre de faire un lien, ou renouveler ce lien en tout cas. Au pas si loin, on a un exemple un peu concret de la manière dont ce lien, cette passerelle peut se faire. C'est à travers l'orientation vers des aides sociales, donc qui permet de lutter contre le non-recours. Ces lieux, du coup, avec notre approche qui était celle de la résilience, on peut les caractériser comme des lieux ressources pour le quartier, mais aussi des lieux de résilience, donc individuelle et collective. D'abord parce que ce sont des lieux où on pratique des activités qui font écho à certains besoins. On vient pour jardiner et donc cultiver ses propres fruits et légumes. On vient pour se former aux médias numériques, pour apprendre une nouvelle activité. Et parfois, on peut même découvrir ou faire émerger des talents qui vont jusqu'à constituer un métier en fait. Ce sont aussi des lieux d'ancrage qui modifient le rapport au quartier des participants. On nous a dit que certains nous ont dit je me sens plus appartenir à mon quartier maintenant, je connais mieux mes voisins, je me sens plus en sécurité. Ce sont aussi, et là c'est un élément important de définition de certaines activités, des lieux d'accompagnement personnalisés. Donc par exemple, si on prend le pôle média des ateliers Médicis, ou la plupart des activités en journée du pas si loin, on a souvent en fait des petits groupes de participants, c'est pas énorme, c'est 6 à 10 personnes souvent, et à la fois donc ça peut être vu comme une limite, c'est un petit nombre de personnes par atelier en tout cas, mais en même temps ce qui nous semble intéressant c'est que ça reflète en fait un besoin, qui est un besoin d'accompagnement personnalisé, dans la dentelle vraiment parfois de personne à personne, et c'est aussi ce qui différencie ces lieux d'autres espaces peut-être moins accessibles, plus formels. Ce sont des lieux aussi qu'on a définis comme étant quasi thérapeutiques finalement, et c'est des choses qui sont venues spontanément en fait de la part des participants lors du terrain. Plusieurs qui nous ont dit qu'ils sentaient en fait une véritable amélioration de leur santé mentale depuis qu'ils fréquentent ces lieux, notamment des personnes qui souffraient d'isolement, et d'autres qui, sans aller jusque-là, nous parlaient d'une prise de confiance en eux, bien-être ou un sentiment d'être valorisé. Alors, à partir des enseignements donc de cette analyse croisée des 3 terrains, on a fait émerger un certain nombre de pistes d'action. Ce sont des pistes qui sont destinées d'abord à tout acteur dont le projet présente un objectif de création ou de renforcement de liens sociaux, aussi aux acteurs publics bien sûr, que ce soit pour des projets en régie ou dans un rôle de soutien et d'accompagnement. Donc ce sont des pistes que je vais vous présenter rapidement qui sont loin d'être exhaustives, et qui s'inspire globalement de beaucoup des exemples qu'on a étudiés ou d'autres exemples qui sont parfois d'ailleurs au stade de l'expérimentation. Donc d'abord il y a la question du lien au territoire, c'est-à-dire qu'il s'agit de permettre à chaque habitant de se sentir autorisé à venir fréquenter le lieu. Et ça peut passer par des choses assez simples en fait. Simplement diffuser une information claire sur le projet et ses activités, puisqu'on a vu, et Anne-Sazia nous l'a dit, que parfois ce sont des choses qui ne sont pas toujours comprises par les habitants. Donc ça peut passer par simplement un site internet visible, des affiches, un discours à l'oral, et là on a mis l'exemple d'un emploi du temps de la semaine au pas si loin, qui est un outil qui peut sembler assez simple, mais qui en fait a été apparemment primordial, notamment en 2019, lorsque l'association a été relancée, pour permettre de faciliter la compréhension du lieu et de ce qu'il s'y passe. Aux ateliers Médicis, il y a un exemple très différent qui est intéressant aussi, ce sont les jeudis Médicis. Donc ces rendez-vous hebdomadaires où tous les jeudis soirs on sait qu'il y a un rendez-vous aux ateliers Médicis, donc ça permet d'en créer une habitude on va dire. Pour faciliter l'arrivée dans ces lieux,
Ça peut être multiplier aussi les moments porte d'entrée, donc des moments qui permettent de passer la porte sans engagement pour démystifier, découvrir ces projets. Et puis il peut y avoir la question de la programmation qui peut être adaptée ou en tout cas à penser en fonction du profil de participant qu'elle attire. Et on peut penser notamment aux actions culturelles dont certaines sont parfois éloignées du code du grand public. Et par exemple, les ateliers Médicis travaillent ce sujet beaucoup. Et un exemple parmi d'autres, c'est la sélection des artistes en résidence qui se fait en partie, mais pas que, en fonction de la capacité des artistes à travailler et leur volonté à travailler avec les habitants et le territoire. Une autre piste d'action identifiée, c'est donc celle des croisements entre activités et des rencontres entre participants, puisque, on l'a vu, les liens finalement se créent notamment entre participants d'une même activité, mais sont parfois plus difficiles en fait, entre participants de deux activités au sein d'un même lieu. Et donc pour ça, il y a l'idée de créer des possibilités de croisement dans le cadre de temps accompagnés et organisés. Inversement, toujours avec l'idée de respecter pourquoi pas des temps de non-mixité aussi qui sont importants. Et puis penser aussi la question des horaires et des espaces adaptés pour permettre ce croisement et ces rencontres. Une autre question qui est revenue lors du terrain, c'est la question de la pérennité des espaces et des activités, ainsi que des équipes de ces lieux. Et les équipes des projets en fait, sont notamment particulièrement importantes, en tout cas au regard de notre sujet qui est le lien social, parce que ce sont vraiment les relations de confiance qui vont se créer d'abord entre participants et animateurs et porteurs de projets en fait, sur lesquels vont se baser en fait tout le reste des liens un peu. Et donc avoir des personnes issues du quartier, donc connectées aux habitants, connectées à leur code culturel, à leurs attentes, et que ces personnes ne soient pas cantonnées à des métiers de support, mais intègrent en fait l'ensemble des fonctions de ces lieux, ça peut être un levier pour la réussite de ces projets et de création de liens sociaux. Et ce sont des choses qui existent déjà, bien sûr. Au Pas si loin, par exemple, tous les membres du bureau sont des habitants du quartier. Aux ateliers Médicis, on a eu des exemples de personnes qui étaient d'abord habitants, participants, puis salariés, par exemple. Donc avec, encore une fois, ces rôles un peu poreux. Donc voilà. Et puis il y a aussi la question de la stabilité qui rejoint celle des financements, qui est parfois affectée par les modèles d'appel à projet notamment. Une autre question, c'est celle plus des espaces, donc des espaces intérieurs et extérieurs, et de leur lisibilité, et notamment leur visibilité, et on pense notamment à la visibilité de l'entrée, puisque parfois, en fait, tout simplement, on a des personnes qui nous disent on ne trouve pas l'entrée. Donc ça peut passer par des choses simples, encore une fois, de la signalétique, du mobilier à l'extérieur, un hall d'entrée éclairé, une vitrine aussi, la vitrine du Pas si loin, par exemple, où il y a des affiches dessus, ça peut aider à faciliter la compréhension. Ça peut passer par le fait de développer le rapport dedans-dehors, donc utiliser le seuil, étendre les activités en plein air, utiliser le hall d'entrée, pourquoi pas, comme un espace d'activité en soi. Et puis, dans cette question de l'espace, il y a aussi bien sûr la question de l'adaptation des espaces. Et à ce titre, le local historique du Pas si loin est un exemple intéressant, puisque c'est 70 mètres carrés environ, mais en fait qui a accueilli une très grande diversité d'activités, donc notamment cuisine, pâtisserie, couture, coworking, garde d'enfants, du sport, des projections. Donc tout ça dans un même petit local finalement de 70 mètres carrés, mais qui est polyvalent, facilement réaménageable. Et c'est intéressant aussi du coup dans une perspective de résilience de se dire que ces lieux peuvent être adaptables, réaménageables en cas de crise par exemple. Un autre levier d'action, c'est celui des partenariats. D'abord parce que des partenariats peuvent faciliter aussi l'arrivée de nouveaux participants, puisque c'est une arrivée en douceur lorsqu'on est accompagné. Renforcer les partenariats, ça peut aussi vouloir dire délocaliser ses propres activités dans d'autres lieux, ou inversement, en fait, accueillir les activités d'autres lieux chez soi. Et c'est ce qui est fait notamment, mais pas que, mais notamment par le Pas si loin, et c'est ce qui est appelé le concept d'auberge à projet, donc c'est-à-dire accueillir d'autres acteurs qui développent leur propre projet, mais dans son espace. Et donc ça, c'est quelque chose qui permet fortement de multiplier l'impact de ces lieux. Et c'est quelque chose qu'on pourrait penser systématiser ou généraliser. Et pourquoi pas avec des outils comme des boîtes à clés, où en fait d'autres assos peuvent venir ouvrir, fermer les espaces de manière indépendante. Et puis pourquoi pas aussi envisager l'accueil de projets qui ne sont pas des projets associatifs, mais des projets citoyens. Par exemple, des habitants qui veulent organiser un événement, une troupe de théâtre qui a besoin d'un espace pour répéter,
mais qui n'ont pas le statut d'association, parce que tout le monde ne l'a pas, et qui pourraient donc directement utiliser ces lieux. Ça, c'est des choses qui se font déjà, par exemple, je pense à un tiers-lieu à Bruxelles qui s'appelle le Korenbeek, vers lequel les habitants se tournent lorsqu'ils ont envie d'organiser un projet. Et donc, pardon, les partenariats sont aussi les partenariats avec les équipements publics, bien sûr. Et donc, c'est ça qu'on a cartographié pour les 3 lieux que vous voyez ici. Plus précisément, du point de vue des acteurs publics, comment accompagner ces projets pour multiplier leur impact. D'abord, c'est bien sûr accompagner financièrement les initiatives, dont certaines doivent parfois faire beaucoup avec peu, voire très peu de moyens, en fait. Mais il y a aussi d'autres manières de les accompagner. Ça peut être relayer les projets, notamment pour leur donner de la visibilité. Ça peut passer par la mise en ligne d'informations, en fait de l'affichage en mairie, même de l'affichage dans des établissements scolaires. Par exemple, il y a des participants qui nous ont dit mais en fait, j'ai jamais vu. S'il y avait eu des flyers dans mon lycée, en fait, je serais venu, quoi, mais j'étais pas au courant. Ça peut être mettre en réseau aussi les initiatives pour favoriser le partage de savoir-faire, multiplier leur impact. Et puis il y a la question aussi importante des compétences, notamment des porteurs de projets et des agents publics chargés de les accompagner, puisqu'en fait c'est la gestion de ces lieux, donc qui sont des lieux de lien social. Elle demande énormément de compétences, des compétences très diversifiées. En fait, dans un même lieu, on doit avoir des capacités d'accueil, d'animation de groupe, de création de la convivialité, mais aussi de développement de projets, de communication, de gestion des partenariats administratifs, financiers, etc., etc. Donc beaucoup de choses parfois réunies sur très peu de personnes. Et donc des formations pourraient être proposées, donc à la fois à la destination de ces acteurs des projets, mais aussi pourquoi pas des agents publics, et pourquoi pas des formations qui réunissent les deux. On peut penser aussi à du mécénat de compétences, comme ça se fait d'ailleurs déjà au département. Enfin, et je m'arrêterai là-dessus, une dernière piste d'action dans notre perspective qui est donc la résilience. C'est finalement, pourquoi pas, est-ce que ces lieux qui sont déjà des lieux de lien social et donc qui en soi, en cela en tout cas, renforcent la résilience du territoire, pourraient aussi servir presque plus directement de lieu de préparation ou de réponse à des besoins dans un contexte de crise. Puisqu'on voit qu'on a en fait des lieux dont les espaces, les équipes, donc les équipes de salariés, mais aussi en fait les équipes de participants, ont des réseaux, ont une connaissance du territoire. Et en fait tout ça participe d'une sorte de maillage territorial qui peut être activable en cas de crise, en cas de besoin. Et donc ça il pourrait s'agir en fait d'identifier certains lieux ressources dans un quartier où se mettent en place des projets de proximité qui ont déjà des canaux de communication qui existent déjà, et qui constituerait en fait une sorte d'écosystème de base, pourquoi pas, vers lequel se tourner en cas de crise. Et donc Renan Banyamina a évoqué tout à l'heure le fait que dans les ateliers Médicis, on par exemple accueilli des projets de solidarité durant la crise sanitaire. L'idée c'est donc de développer encore plus la vocation de lieu refuge de ces espaces, notamment en cas de crise, mais pas que, et pour tous, et notamment les habitants les plus vulnérables. Merci beaucoup. Vous voyez que cette étude est riche d'enseignements, qu'elle se situe comme une étape importante dans une réflexion qu'évoquait le président en introduction, une étape dans la construction d'une politique publique de résilience territoriale, une étape aussi dans la construction de nouvelles études. Émilie y reviendra ensuite, mais pour l'instant on ouvre le versant politique publique et Olivier Weber, directeur général des services, pour dresser quelques perspectives pour l'avenir de notre réflexion et de mon plan de charge. Je me mets là quand même. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à la PUR pour le travail réalisé, pour la qualité de l'étude et pour la restitution aujourd'hui. Je vais parler, moi, du côté de l'institution, partenaire de cette étude, avec cette idée que nous nous sommes posée, qui a contribué à la décision de participation à cette étude, de comment est-ce que l'institution départementale peut relever un certain nombre de questions posées par le changement climatique et plus globalement par la multiplicité de crises, pas simplement climatiques, qui se succèdent aujourd'hui. De ce point de vue-là, il a été beaucoup question ici
de la crise sanitaire, c'est également forcément une question qui nous occupe. Alors, on l'a vu, je pense que l'étude le montre, le rôle des acteurs qui, à l'échelle locale, à l'échelle communautaire, d'une certaine manière, stimulent le lien social et permettent au territoire et à ses habitants de développer des capacités de résistance, de résilience, d'adaptation aux crises qui se succèdent. Pour le département, l'idée, c'est de se dire que c'est assurément pour les plus vulnérables d'entre nous la meilleure manière de traiter le monde dans lequel nous entrons. Alors, le deuxième point, je pense que l'étude l'a montré, il a été fait allusion à nouveau, on est dans un contexte de méfiance ou de distance entre les habitants et leurs institutions. Cette méfiance-là, elle est à même elle est susceptible de renforcer des comportements d'isolement à l'égard de l'institution, des services publics et des politiques publiques que le département mène. Et cet isolement-là, encore une fois, il est facteur d'aggravation, je dirais, des crises qui s'imposent à nous. Alors, voilà le contexte global. Globalement, ce que fait le département ou la réflexion que nous avons menée, c'est qu'une première chose, de manière assez classique, c'est de se dire anticipons, prévenons, adaptons nos politiques publiques à ces crises-là. Et là, on est dans notre zone de confort, on crée des dispositifs, des plans, alors pour la rénovation énergétique des logements, pour lutter contre la précarité alimentaire, c'est des plans qui sont nécessaires, que nous mettons en œuvre et qui doivent permettre d'absorber autant que possible les crises à venir. Mais soyons clairs et soyons clairs sur ce sujet-là, nous ne serons pas au rendez-vous. Parce que les crises se multiplient, se succèdent, et que ces plans-là, ces adaptations-là, du territoire dans son ensemble, prennent du temps, demandent des moyens que nous n'avons pas toujours. Donc, nous ne serons pas au rendez-vous, systématiquement. On ne peut pas dire ne vous occupez de rien, le département s'occupe de tout. Ça n'est pas possible si cela n'a jamais été. Deuxième élément assez décisif, c'est que nous ne connaissons pas les crises qui s'adressent à nous. Nous ne les connaissons pas toutes. Et de ce point de vue-là, la crise sanitaire nous a montré que la surprise était un élément décisif quand même pour la conduite des politiques publiques aujourd'hui. Et donc, notre stratégie de résilience, on a voulu essayer de la penser comme une stratégie de modestie. Je dirais que c'est d'abord un exercice de modestie pour le département et pour les politiques publiques que nous menons, de se dire organiser la résilience du territoire, c'est d'abord acter que nous ne pouvons pas tout, comme institution. Et pour une institution, c'est un vrai travail sur soi, que de se dire que nous ne pouvons pas tout, et que si nous voulons agir, il va falloir agir autrement qu'en planifiant, ce que nous savons très bien faire pourtant, qu'en créant un énième dispositif, mais essayer de trouver d'autres modes d'agir que cela. Alors la première chose à faire, je dirais, et on s'est lancé dans cette aventure-là, c'est d'essayer de faire une sorte de diagnostic des vulnérabilités. De se dire, mais quels sont les besoins fondamentaux de la population, quels besoins on doit couvrir en toutes circonstances, quelles sont les fragilités qui affectent notre territoire sur ces besoins fondamentaux, et comment ces fragilités agissent ou interagissent avec les crises. C'est le chantier dans lequel nous sommes aujourd'hui. Deuxième élément, pour une institution comme la nôtre, c'est développer ses capacités d'agilité. Et il a été question ici des lieux refuges, c'est-à-dire de faire des pas de côté également sur l'utilisation des lieux départementaux. Nous avons 130 collèges, potentiellement 130 cours oasis, qui aujourd'hui sont fermés durant l'été. Donc c'est ça le pas de côté pour le département aussi, c'est se dire peut-être mettre à disposition ces espaces-là comme refuge. Il en a été question juste avant. C'est également essayer de développer les ressources locales, de réemploi, d'alimentation, essayer de structurer ceci au sein du département. Et enfin, peut-être, pour les services départementaux eux-mêmes, arriver à se projeter, à aller vers plus naturellement. Et on a développé pendant la crise sanitaire un centre d'appel qui a appelé plus de 50 000 personnes pendant la crise sanitaire pour savoir comment elles allaient. Mais plus profondément, pour revenir sur l'étude du jour, la cure de modestie de l'action départementale, ça consiste à dire que la vraie résilience, elle reposera sur la solidité des liens communautaires, des liens de proximité, des réseaux de proximité. Et que la tâche du département, c'est peut-être d'accompagner, de susciter ces réseaux-là,
de diverses manières. On a un peu commencé, hein, il a été question, je crois, des tiers-lieux autonomie aujourd'hui dans mon quartier. C'est essayer ça, de créer un lieu qui ne nous appartient pas, que nous ne pilotons pas, mais d'accompagner sa naissance pour qu'il soit un lieu de lien social. Et donc c'est tout le défi qui a été bien montré aujourd'hui de l'action départementale, de comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner, pour organiser sans imposer, pour susciter la création de ces lieux qui créent du lien social, avec la conviction que, quelle que soit la crise, c'est le lien social local, et toutes les études le montrent, et celle-ci également, c'est le lien social local qui permettra aux populations, et notamment aux populations les plus vulnérables, qui sont toujours les dernières servies par les institutions, de résister à la crise. Donc aujourd'hui, vous avez, en conclusion, montré un certain nombre de pistes pour permettre ces créations-là. Elles reposent souvent sur l'investissement de quelques-uns. C'est très difficile pour une institution d'accompagner ces créations-là. C'est ce à quoi nous essayons ce que nous essayons de faire dans notre dialogue avec le territoire, d'accompagner ces créations, ces initiatives, sans vouloir les piloter. Je considère, je ne sais pas si ça a été si vous avez beaucoup insisté là-dessus, ces initiatives-là, elles ne peuvent survivre que si elles continuent en permanence d'avoir leur propre liberté d'organisation. Il ne s'agit pas d'en faire des agences départementales, et c'est ça la modestie de l'action départementale, c'est accompagner sans piloter. Peut-être, dernier point, dire aussi que pour l'ensemble des agents du département, et notamment des agents des politiques de solidarité, c'est un pas de côté. C'est un pas de côté pour accompagner le collectif, susciter le collectif, et non pas l'orienter. C'est un travail qui est en cours. C'est un travail aussi que nous avons voulu faire plus largement. Il a été fait allusion en créant la possibilité pour tous les agents départementaux, 2 jours par mois, d'aller travailler dans le milieu associatif sur leur temps de travail, justement, pour essayer de faire dialoguer l'institution avec son territoire et avec les communautés qui existent sur le territoire, avec lesquelles les institutions ont toujours des difficultés à dialoguer. Voilà ce que je voulais vous dire, pour essayer de faire écho un peu à l'étude, aux 3 lieux qui ont été particulièrement étudiés. Il faut que ces lieux fleurissent comme 100 000 fleurs pour que le territoire soit, à mon sens, pleinement résilient dans les années à venir. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, on voulait ouvrir la discussion, vous permettre de réagir, peut-être poser des questions, faire part de vos propositions. Avant cela, 2 mots pour dire que l'étude qui vous a été présentée ce soir sera disponible dès demain matin en ligne sur notre site internet, apur.org. Vous en avez quelques exemplaires pour ceux que ça intéresse qui sont imprimés là. N'hésitez pas à aller les feuilleter, les garder. Et puis vous dire aussi qu'on poursuit ce travail par une grande enquête qui s'engage sur le capital social et résilience. Donc là, vous avez compris qu'on a travaillé sur quelques initiatives, quelques lieux, donc dans quelques quartiers. Et au travers de cette enquête qui se lance, il s'agira de mesurer plus précisément, de manière beaucoup plus exhaustive, l'intensité du lien social sur l'ensemble du territoire du Grand Paris, de le caractériser et du coup de pouvoir in fine identifier les publics et les secteurs prioritaires pour mettre en place des actions de résilience. Voilà, je vous propose peut-être de vous laisser la parole pour ceux qui le souhaitent. Est-ce qu'il y a une demande d'intervention, des questions ? Il y a des questions, j'apporte si tu veux. N'hésitez pas à vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, François Viarbès. Alors, je suis adjoint au maire de Pantin en charge du quartier des 4 Chemins, puisque le maire a choisi aussi cette proximité-là, avec 2 autres collègues. Je partirai des lieux. D'abord, merci beaucoup pour l'étude. Merci à l'APUR, au département d'en avoir pris l'initiative. Je pars des lieux, à tout bien, tout honneur quand même. Le nouveau collège est une réussite. J'y siège au CA, donc je sais ce qu'en pensent les enseignants et les élèves. Et je remercie le département, parce que sans les lieux, rien ne se fait. Si la ville n'incite pas le bailleur à proposer un rez-de-chaussée d'immeuble pour installer les activités d'une association depuis longtemps, rien ne se fait. Par contre, sans les gens, rien ne se fait.
Et ici, je témoigne effectivement, pour ce qui est du Passy-Loin par exemple, de la proximité qui est induite par la régularité, le fait qu'il y ait un ancrage territorial et une récurrence d'activités qui permettent aussi une variété et qui fait que ce que ne peut pas une ville ou un département ou un territoire, parce qu'il y a des horaires, parce qu'il y a des locaux qui sont marqués socialement et qui, pour le moment, quelquefois, peuvent réfréner l'envie de rentrer dedans par des usagers, des usagères, des habitants et des habitantes d'un quartier. C'est parce que ces personnes induisent une proximité avec les habitantes et les habitants d'un quartier que ce qui est difficile dans les horaires donnés d'un service public, fut-il local, est permis parce qu'à 20h, quelque chose d'autre peut commencer ailleurs, avec des gens avec qui on a confiance et qui permettent la parole, l'accueil, ce qui est plus difficile pour des collectivités locales. Donc, le lieu, c'est important. Les gens peuvent nous permettre aussi de faire remonter des besoins qui passeraient sous les radars. Moi, je voulais insister là-dessus. Et que ce travail, je pense, est une manière de faire participer un peu mieux les habitants et les habitantes d'un quartier, qui feront remonter plus facilement à des tiers de confiance, tiers lieux et tierces personnes, ce qui nous aidera à adapter les politiques publiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Je voulais savoir pour la récolte. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah oui, pardon. Sophia Lagdar, je suis consultante formatrice chez Copanam. J'accompagne les structures de l'ESS. J'ai accompagné le Passy-Loin d'ailleurs dans sa stratégie en DLA l'année dernière, dispositif local d'accompagnement. Et je donne des cours à la fac, notamment à Paris 8. Je voulais savoir sur l'émergence, en tout cas, des données. Est-ce que vous avez travaillé avec des enseignantes chercheuses, des étudiants? Comment est-ce que vous avez réussi à caractériser? Je vois qu'il y a Putnam, enfin il y a d'autres personnes qui, enfin en tout cas chercheurs qui ont été cités. Je voulais savoir comment vous aviez caractérisé ça et s'il y avait justement un lien avec le monde académique du territoire qui est très foisonnant également. Je pense que ce serait très intéressant que vous puissiez le développer. Merci. Merci. On prend d'autres questions. Vous voulez qu'on... Il y a plein de questions. Bonjour, Catherine Bouton, je suis en stage à la ville de Paris à la direction de l'urbanisme, service de l'aménagement. Et ma question est assez large, et c'est la suivante. À votre avis, comment développer le lien social dans les opérations d'aménagement? Voilà. Je vais passer aussi le micro ici. Je vous en prie. Chacun son côté, Émilie. Bonsoir, coprésidente du Passy-Loin. Moi, je suis contente des résultats d'études et notamment sur la question des perspectives. Je me pose un peu des questions. C'est la stabilité financière. Souvent, on répond à des appels à projets, c'est pour de l'investissement, c'est pour des choses comme ça, mais au bout d'un moment, le bénévolat, il a ses limites, honnêtement. Donc là, par exemple, on est tiers-lieu à mi-autonomie, c'est sur 3 ans. On investit beaucoup d'énergie pour créer ça. Maintenant, la suite, c'est quoi? Et donc là, je m'adresse aux financeurs. C'est une vraie question en fait qui, à l'échelle de l'association, c'est constamment ça en fait. On est vraiment happé par cette question de demain, on fait comment? Et merci d'avoir parlé du pas de côté, parce qu'en fait aussi, face à l'institution, parfois nous en tant qu'association, on sent que on nous dit, alors c'est super, le labo d'expérimentation, on essaye des choses sur le terrain, on n'est pas des experts, donc on répond à des attentes, on mesure, on se dit, on tente, etc. Mais le labo d'expérimentation, il faut l'accompagner aussi, et voilà, merci de ne pas piloter, parce qu'en fait, souvent, même nous, on pilote, mais on ne sait pas vers où on va, et voilà, il y a des réussites, des échecs, et je crois que le pas de côté, il faut, là pareil, aux élus et institutions, je crois qu'il faut accepter de plus en plus de laisser faire les choses, quitte à ce que ça rentre pas dans les cases institutionnelles. Et souvent, en fait, quand on répond à un appel à projet, on est obligé d'essayer aussi de tirer les fils pour rentrer dans les cases. Donc voilà, comment on peut faire pour aussi être un peu plus libre, tout en disant, mais on s'engage vraiment pour de bonnes choses. Hein. Enfin, je veux dire, on fait pas tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est mon autre petite question.
Merci beaucoup. Oui, sur le pas de côté, je rebondis aussi sur ce fameux pas de côté. Donc moi, je suis Salim Didane, adjoint au maire à Pantin en charge de l'ESS, entre autres. Je reviens sur cette idée du pas de côté parce qu'en fait, typiquement, ce lieu, c'était très conceptuellement facile pour les services de la ville d'imaginer un preneur, en gros un squad d'artistes légal, à travers le collectif Artagon. Mais néanmoins, penser la complexité avec une multiplicité d'acteurs, avec le fait de créer des porosités et des interactions, alors là, ça a été une bataille à plein d'égards, et aussi bien du côté élu, mais aussi du côté du pas si loin, pour faire comprendre que finalement, il pouvait y avoir des interactions, des porosités positives. Et c'était loin d'être une évidence, et il a fallu lever un certain nombre de freins juridiques. Donc c'est pas une évidence, et il va falloir du coup faire sacrément des pas de côté, et au département aussi, je pense. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était sur la question, je rebondis finalement sur l'intervention de la présidence. On voit qu'il y a un véritable enjeu à créer des coopérations, vous l'avez parmi les pistes d'action, des écosystèmes d'interaction entre acteurs. Et nous, on a modestement créé un club ESS au sein de la ville. Et c'est vrai que on se dit, mais finalement, comment les acteurs se financent ce temps-là, parce que c'est du temps qu'ils prennent pour faire, qu'ils n'ont plus pour faire autre chose. Et du coup, comment est-ce que en gros, comment est-ce que les institutions pourraient être facilitantes pour créer en gros ces espaces, les faire vivre, les animer, et que chacun puisse y participer de manière assez facile et assez libre. Merci beaucoup. Je vous propose de se répartir évidemment les paroles pour répondre, et puis ensuite on entend le doux tintement de bouteilles en verre. C'est ça. Donc on pourra prolonger évidemment ces échanges. Il est bientôt l'heure autour d'un pot. Exactement. Émilie, peut-être sur la première question. Sur les questions de recherche, de données, donc qui renvoient plutôt à l'étude. Donc vous dire qu'effectivement on a eu donc vous l'avez compris, c'est des travaux qui s'inscrivent dans une série d'études. Donc dans le cadre de cette étude en particulier, on a eu un travail documentaire sur lequel on s'est appuyé, donc une revue de littérature qui nous a permis justement de faire appel aux différentes notions et travaux références qui ont été évoqués mais rapidement tout à l'heure par Corentin et qui sont plus détaillés dans l'étude. Dans le cadre de la précédente enquête menée sur Paris, on avait pu avoir, donc je vois Noémie Fontpérine de la ville de Paris qui est présente, on avait pu travailler aussi dans le cadre d'un atelier qui avait rassemblé différents chercheurs qui interviennent sur ces questions de solidarité de proximité, de liens de voisinage, de liens sociaux. Donc il nous avait permis aussi justement d'échanger autour de ces travaux et d'y faire référence. Et puis dans le cadre de la prochaine étude, l'enquête Capital Social qui s'engage, on va aussi avoir des échanges, des entretiens avec un certain nombre de chercheurs pour justement nourrir nos réflexions et nous aider à la fois à consolider notre protocole d'enquête et aussi mettre en perspective les résultats qu'on obtient par rapport à ces travaux. Voilà pour cette question. Sur les opérations d'aménagement, c'est une énorme question. Ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, très modestement, les leviers d'action, les pistes de proposition, les pistes de réflexion, finalement, ont été construites à partir des 3 lieux étudiés, mais s'adressent beaucoup plus globalement à la fois aux acteurs publics, aux acteurs de ces lieux, aux espaces. Et donc je pense que ça peut être une première étape que de les regarder et faire un pas de côté, comme on l'a dit, y compris dans le cadre d'opérations d'aménagement de projets urbains nouveaux. Renan proposait de donner un bon exemple et un mauvais exemple dans ses expériences, voilà, pour nourrir les imaginaires sur ces questions. J'ai proposé sur ta suggestion. Non, sur la question de l'aménagement et du lien social, là je pense qu'il y a peut-être une responsabilité des collectivités et des agences peut-être comme la Pure, d'interculturalité professionnelle, c'est-à-dire qu'on parle évidemment pas le même langage selon nos métiers. Et nous, en tant que cultureux, avec plein de guillemets, on s'est retrouvés parfois confrontés à des bâtisseurs ou à des aménageurs, et on a chacun nos manières de travailler. Et là, je donne un exemple
peu tout bête. On avait un très beau projet d'une funambule, Tatiana Mosio-Bongonga, qui est fabuleuse et qui proposait de s'installer 15 jours aux Chênes Pointus à Clichy, de faire quotidiennement des ateliers de costumes, de fils, enfin de plein de choses très très belles. C'est une compagnie tout-terrain dont on ne doute pas un instant de l'éthique. Et en fait, on a bossé pendant des mois avec l'EPFIF, l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui rachète les tours pour ensuite les démolir donc dans le quartier. Et en fait, on n'a pas réussi. Et je crois que personne n'a voulu faire capoter le projet, mais c'est vraiment un problème on ne parle pas la même langue. Donc je pense que créer des espaces où on pourrait mieux se comprendre entre acteurs du champ social, culturel et de l'aménagement, c'est quelque chose qui pourrait avoir des effets. Merci. Vous voulez dire quelque chose? Le micro arrive. Voilà, moi je suis Maria Trouillet, je fais partie de l'asso Ciné 104 à Pantin. Moi je trouve très intéressant l'étude que vous avez fait effectivement sur le lien social et c'est vraiment très très important. Moi il n'y a qu'une seule chose qui m'inquiète, peut-être que ça n'a pas été examiné, c'est est-ce qu'il n'y a pas le risque d'enfermer les gens dans leur quartier? Moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est justement ces croisements dans les quartiers. On le voit bien, moi j'habite dans le quartier de l'église, j'entends des personnes qui disent « Ah ben moi je vais aller aux 4 chemins ou je ne vais jamais aller aux Courtilières ». Et moi ça m'inquiète. Je pense qu'il faut trouver des solutions parce que ça aussi, ça fait partie de l'aménagement du territoire. Merci beaucoup. Je vais répondre au pas de côté et au financement. Je me permets une chose, il a été question de 3 lieux ici. Moi, je crois que les solidarités de proximité, ce n'est pas forcément que des lieux. Je me permets de dire ça aussi pour peut-être une prochaine étude. Solidarité de proximité, ça peut être c'est des réseaux informels, alors qui quelquefois trouvent à s'incarner dans un lieu, mais qui peuvent vivre aussi sans lieu. Ça, c'est le premier point. Sur le pas de côté, ce que vous avez dit, pour les institutions, un pas de côté, comme pour chacun d'entre nous d'ailleurs, à un niveau individuel, c'est pas simple, on le dit, et puis après il faut le vivre, donc c'est un travail continu. Assurément, l'administration départementale n'a pas fait complètement son pas de côté, sur tous les sujets tout le temps, mais on essaye. C'est quand même important. Peut-être dire, vous avez dit... créer à propos d'Artagon, l'idée est bien belle, mais après travailler les porosités, c'est compliqué. Moi, je crois qu'il faut qu'on accepte que ce soit d'autres qui travaillent à notre place, la question des porosités, etc. Vraiment, il faut essayer de lâcher la bride. Et c'est très difficile parce que ça demande une confiance également avec les acteurs du territoire, une confiance qui n'est pas la tradition des institutions en France. De la confiance de l'institution. Vous avez parlé de la méfiance des personnes à l'égard des institutions. Je dirais que cette méfiance, elle est réciproque. La méfiance de l'institution à l'égard des solidarités communautaires, de ce que les gens vont faire d'un lieu, d'une initiative, mais est-ce qu'ils ne vont pas se radicaliser immédiatement, etc. Donc il y a quand même une méfiance des institutions à l'égard de la population. Et c'est ça aussi que nous, on a à travailler. C'est compliqué. Donc ça prend du temps absolument. Sur les questions plus précises que vous avez posées, sur financement, appel à projet, etc. Traditionnel, non, mais c'est un vrai sujet. Non, mais c'est un vrai sujet qui mérite réflexion. Traditionnellement, on faisait la subvention de fonctionnement qu'on reconduisait d'année en année. Donc en 2023, on continue à travailler avec notre partenaire de 1960. Bon, on n'aurait jamais travaillé avec vous. Alors on s'est dit, non, c'est bien de renouveler un petit peu, il faut faire des appels à projets. Le problème des appels à projets, vous avez raison, c'est leur finitude. Leur finitude et puis le travail que ça demande aux partenaires associatifs. C'est pour ça qu'il faut qu'on réinvente quelque chose. Si on veut développer les solidarités de proximité, même informelles, on ne peut pas demander des cabis. On demande à des acteurs une compétence administrative que précisément on ne veut plus. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à inventer pour nous. Mais on n'a pas la solution encore. Si vous voulez de revenir vous avez votre subvention pour les 40 ans à venir, ou bien on rebat les cartes chaque année parce que comme l'enveloppe elle est malgré tout finie, l'argent qu'on donne au premier, on ne le donne pas au deuxième et vice-versa. Donc, mais vous avez raison, il y a sans doute un modèle de financement plus pérenne à créer,
un modèle de financement qui ne repose pas sur les mêmes contraintes administratives que traditionnellement avec des associations installées, etc. etc. si on veut pouvoir susciter les communautés de proximité. C'est à inventer, enfin, assez bêtement, je dirais qu'on est quand même au début du chemin. Ni cette étude, ni cette réunion n'aurait eu lieu avant la crise sanitaire, je pense. Même si ce n'était pas le sujet aujourd'hui, c'était le changement climatique. Je pense que ce qui nous a tous fait un peu bouger sur la question des solidarités de proximité, c'est la crise sanitaire. Donc on est en train d'apprendre, et vous avez raison, il y a sans doute un modèle de financement à repenser. Pour l'instant, on n'a pas la solution. Si ce n'est qu'on essaye désormais de faire des appels à projets sur 2-3 ans, dans l'appel à agir in Seine-Saint-Denis du département. Cette année, pour la première fois, on dit, bah, tiens, on va financer des projets en pluriannuel. Certains projets vont être financés en pluriannuel, d'autres resteront en annuel. Donc on essaye de s'adapter, mais on n'est sans doute pas au bout du chemin. Je ne sais pas si je vous ai répondu complètement, mais je n'ai pas toutes les solutions, ce serait trop bien, mais non. Merci. Un dernier mot ? Peut-être pas le dernier, mais c'est parce que du coup là on a parlé précarité des financements, et sinon je pense qu'en tant qu'agence d'urbanisme, se questionne aussi à mon avis la précarité de nos locaux en fait, et l'ESS, enfin le monde de l'ESS est de plus en plus utilisé pour occuper temporairement des espaces. Ici est un exemple parmi d'autres, et en fait il y en a de plus en plus, et dans un quartier comme les 4 Chemins qui est en renouvellement urbain, l'ESS est utilisé, on valorise d'un seul coup les structures ESS comme des espaces de solidarité qui vont permettre la mixité, mais du coup aussi l'arrivée de nouvelles populations. Et ces structures, ensuite, comment est-ce qu'elles sont pérennisées? Parce que finalement, Artagon, où est-ce qu'ils seront dans 4 ans, quand le collège sera détruit? Où est-ce que nous, le pas si loin, sachant que nos baux sont tous temporaires, et notre bail à la cantine l'est également. Et c'est aussi difficile, au-delà du financement, d'essayer de construire des modèles d'inscription dans un champ, enfin dans un territoire, alors même qu'on a une précarité dans notre localisation. Et donc comment est-ce que l'aménageur et les différentes échelles d'aménagement, que ce soit la mairie, le département, la région, peut aussi prendre en compte la nécessaire stabilité que doivent avoir les structures de l'ESS pour mettre en place des solidarités de proximité. Le cahier des charges de la prochaine étude de la PURSS s'écrit progressivement, c'est plutôt agréable. C'est pour ça que je pense que la question du lieu est importante, assurément. Enfin, Artagon n'existe pas sans lieu, mais ne doit pas être la seule question. Si on n'est que dans le lieu, effectivement, on est soumis à une précarité absolue. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté la question de la durée dans un lieu ou dans des lieux, mais je pense que la solidarité de proximité, c'est aussi du lien, du réseau, et que ça peut supporter peut-être du changement de lieu, enfin ça doit supporter du changement de lieu, puisque par définition, l'urbanisme transitoire est transitoire. Oui, Nadia Azouk, vice-présidente au département. Je veux juste réagir d'une manière très très courte sur ce qui vient d'être dit, pour avoir aussi d'autres activités à l'université, etc. On parle énormément de l'aller vers au département, mais je pense qu'il y a la question du hors les murs qu'il faut que l'on se repose, puisque beaucoup aussi d'associations, ou voire même d'institutions, je pense à des services publics ou autres, se sont retrouvés, alors on peut les appeler comme on le souhaite, publics, usagers, bénéficiaires, etc. Donc il y a vraiment là, justement, sur la question du hors les murs, des choses qui sont à repenser. En tout cas, merci à vous. Merci. Voilà, c'était le mot de la fin. On vous invite évidemment à prolonger nos échanges autour d'un verre et de produits purement séquano-denisien, me semble-t-il. Merci Faustine pour l'organisation de cet événement.